Voilà, alors bienvenue à cette présentation. On parlait justement avant avec mon collègue Brandon. Le titre peut induire une erreur parce qu'en fait c'est une présentation clairement .NET Standard, .NET Core. On va utiliser MVVM Lite qui est mon framework open source que j'ai publié en 2009 comme une excuse, si on veut bien, pour voir qu'est-ce que ça demande comme étape pour porter un framework quand même public, beaucoup utilisé sur .NET Standard, en partant de Portable Class Libraries. Donc juste pour mettre vos attentes correctement, on va vraiment parler de .NET Core, .NET Standard, c'est le but ici. Vous remarquez peut-être que je parle en français, avec un bon accent vaudois. C'est très inhabituel pour moi de donner des conférences en français, donc je vous demande un petit peu d'indulgence, mais là, pour les gens de DFD, je me suis dit, allez, on va faire un effort, et puis on va parler. Normalement, mon langage, c'est plutôt l'anglais, ce qui explique aussi pourquoi les slides, pourquoi comment on dit? Les transparents, je crois qu'on dit. Ouais. Ils sont pas transparents et on les voit, donc bon. Pourquoi les transparents sont en anglais? Mais cela dit, comme je disais, le français c'est ma langue maternelle. Donc voilà, donc moi mon nom c'est Laurent Bugnon, je fais partie d'un team qui s'appelle les Cloud Developer Advocates, donc on appellerait ça les avocats pour les développeurs du nuage, je pense, vraisemblablement. Entre nous on s'appelle les Cloud Developer Advocados. L'avocat, c'est le fruit qu'on mange, donc c'est toujours rigolo. Et donc, on est un grand team. Au fait, cette liste est déjà obsolète parce que quasiment tous les 2 jours, on a des nouvelles personnes qui joignent notre team. Et donc, au fait, notre activité, c'est de travailler pour Azure, le cloud, et d'aller dans le monde pour parler à des conférences, pour expliquer comment est-ce qu'on peut utiliser ces technologies pour être, je dirais, pour faciliter votre travail et aussi d'atteindre les communautés de développeurs. Donc c'est pour ça qu'on est ici, on fait aussi des meet-up, on fait aussi du contenu en ligne, beaucoup de contenu en ligne, des articles, des samples, des vidéos. Donc si vous êtes intéressé, allez à cette adresse ici, ces différentes adresses sur Twitter, et on est très actifs dans les communautés sociales, donc n'hésitez pas à nous parler si vous êtes intéressé. Voilà, donc on va parler maintenant de .NET Core, .NET Standard, mais surtout on va commencer par l'histoire de la programmation cross-platform, je dirais, dans les âges. Donc quand on a commencé en fait avec .NET en 2001, au tout début, finalement, il n'y avait pas de nécessité de partager son code. Parce que .NET, la première version, .NET 1.0, pour ceux qui se rappellent, en 2001, est sortie avec 2 frameworks de programmation. Il y avait un pour le web, c'était ASP.NET, puis il y avait un pour le desktop, et c'était Windows Forms. Et donc, les programmeurs, en général, choisissaient l'un ou l'autre. Et même s'ils devaient partager du code, ce n'était pas un problème, parce que c'était tout .NET de toute façon. Donc, ils pouvaient faire une librairie en .NET, la partager entre ASP.NET et Windows Forms si c'était nécessaire, et il n'y avait aucun problème. Ensuite de ça, en 2006, on a eu WPF, VPF, qui est sorti. Et là, encore une fois, c'était de toute façon du .NET, donc le partage n'était pas un problème. Par contre, les problèmes sont arrivés en 2007-2008, quand Microsoft a sorti Silverlight. Et Silverlight, le problème de Silverlight, c'est que c'était une plateforme qui implémente .NET. Okay, .NET, c'est une spécification. Il y a plusieurs implémentations de cette spécification. Par exemple, Mono, qui est une implémentation open source. Windows 10, UWP, c'est une implémentation de .NET. Il y a bien sûr le .NET classique qu'on connaît. Il y avait Silverlight. Il y a aussi d'autres implémentations comme ça, par exemple .NET Core. Et donc, Silverlight était une implémentation de .NET, mais qui avait des API, qui avait des interfaces qui étaient différentes, des classes qui étaient différentes que le full .NET, que le .NET classique. Et donc, quand on programmait en Silverlight, on avait toujours le problème de savoir est-ce que la classe que je veux utiliser est disponible sur Silverlight et aussi sur WPF. Et si ce n'était pas le cas, on devait trouver un moyen de trouver soit une autre classe, ou bien une autre manière de programmer, ou bien on avait les pre-compiler directives, on disait if Silverlight, et puis on faisait quelque chose, et puis else, on faisait quelque chose d'autre. D'accord? Bon. Par contre, l'avantage de Silverlight, c'était la compatibilité. On pouvait faire tourner du code .NET sur Mac, sur Linux et sur Windows, donc c'était pas mal.
Donc c'était la solution, on développait ce que j'appellerais préventivement, on disait ok maintenant je veux utiliser une API, je vais regarder dans la documentation, il y avait un combo box, on pourrait dire si je vais sur Silverlight, est-ce que cette classe est disponible, oui ou non. Et puis on partageait les fichiers en utilisant le add as a link, c'est-à-dire qu'on disait bon maintenant je vais prendre ce fichier qui existe dans mon application VPF, je vais l'ajouter pour la compilation à mon application Silverlight, mais physiquement, le fichier ne va être que dans l'application VPF, et en fait, le Visual Studio était capable d'aller chercher ce fichier, le compiler, mais il le gardait seulement une fois sur le disque. Puis au-dessus de ça, on compilait pour VPF, on compilait pour Silverlight, et puis on allait gérer les erreurs. Donc c'était absolument possible de faire de la programmation cross-platform de cette manière. Donc maintenant, on peut encore faire add as a link, ok, c'est possible. C'est une technique qui est tout à fait légitime encore maintenant. Par exemple, moi j'utilise ça régulièrement quand je fais de la programmation Xamarin pour partager des photos, si je veux avoir des photos, des icônes entre mon application Android et mon application iOS, où je peux avoir les photos et les icônes seulement une fois sur mon disque ou dans mon source control, et puis ensuite de ça, les partager as a link comme ça. Donc ça marche bien. Et ensuite, en 2011, on a eu les Portable Class Libraries. Et ça, c'était un petit peu une révolution, si on veut bien, parce que les Portable Class Libraries, pour la première fois, on avait la possibilité de partager du code sous forme binaire. C'est-à-dire qu'on avait une assembly qu'on pouvait prendre, ajouter à une application VPF, ajouter à une application Silverlight, et puis ça ne faisait pas de différence. Donc bien entendu, c'était beaucoup plus facile de programmer. On faisait la PCL, on l'a testé une fois, et puis ensuite de ça, on savait plus ou moins que ça devrait marcher. Okay, donc ça, c'est bien, mais il y a quand même un petit peu un problème avec les PCL, et c'est toujours le même problème quand on parle de cross-compatibilité, c'est comment est-ce qu'on sait, si je veux utiliser une classe, si cette classe va marcher sur les plateformes cibles qu'on veut gérer. D'accord, par exemple, Silverlight, VPF, Windows 10, Xamarin, etc. Et donc, pour faire ça, Microsoft a eu l'idée de parler de profils. Et bien entendu, il y avait énormément de profils, parce qu'il y avait, si on veut bien, il y a un nombre de plateformes, et il y avait le nombre de plateformes factoriel de profils, parce qu'on peut avoir VPF, Silverlight, UWP, et Xamarin, par exemple, puis après on a un autre profil qui fait VPF, Silverlight, et Xamarin, puis après on a un autre profil qui fait VPF, Silverlight, et UWP, etc., etc. Donc finalement, c'était un petit peu une jungle. Moi, je me rappelle très bien que quand j'ai découvert les profils, j'ai jamais réussi à les mémoriser, et puis je me sentais mal, je me disais, je suis un programmeur de seconde classe parce que j'arrive pas à mémoriser les profils. Puis après, j'ai parlé à Microsoft, puis je me suis rendu compte qu'il y avait personne qui se rappelait des profils de toute façon. Du coup, je me sentais un petit peu mieux. Mais enfin, c'était un peu compliqué, quoi. Mais surtout, le gros problème avec les Portable Class Libraries, c'est cette intersection, si on veut bien. C'est-à-dire que si je prends VPF et Silverlight, par exemple, je vais avoir comme résultat l'intersection des deux plateformes. Je vais avoir les classes qui sont disponibles à la fois dans VPF et dans Silverlight. Puis vous faites votre class library, vous la publiez, tout va bien, elle est utilisée. Et puis tout d'un coup, votre boss vient et puis vous dit « Ah, il faut aussi ajouter Xamarin ». Puis vous essayez et puis vous vous rendez compte que votre class library ne marche plus parce que peut-être que vous avez utilisé une classe qui n'est pas disponible dans Xamarin. Donc finalement, c'est assez difficile de maintenir ces Portable Class Libraries en ajoutant des frameworks. Et qui sait, dans 3 ans, on aura peut-être un nouveau framework. Donc ce n'était pas forcément un modèle qui était super facile à utiliser. Donc c'était vraiment cette technique, du plus petit dénominateur commun, hein, least common denominator, qui pose un petit peu des soucis. Cela dit, on a quand même travaillé avec des Portable Class Library pendant à peu près 6-7 ans, d'accord? Donc maintenant, on peut encore faire ça dans Visual Studio. Par contre, vous n'allez plus trouver les Class Library dans la liste des templates. Si vous voulez faire une Portable Class Library, vous devez aller dans le Search, vous devez aller chercher Portable, et puis vous trouverez, d'accord? Donc c'est marqué Legacy, ce qui montre bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que Microsoft essaye de vous pousser plutôt en direction de .NET Standard. Donc si on résume un petit peu ce que je viens de dire, donc on avait par exemple le full .NET 4.6, ok, on disait ok, maintenant on veut prendre le full .NET 4.6, puis au suite de ça je vais ajouter Windows 10 par exemple, et puis je vais ajouter Xamarin, et puis à la fin on se retrouve avec l'intersection de ces plateformes, les classes qui sont disponibles dans les 3 plateformes. Ok. Bon. Alors je vais vous faire une petite démo, j'aimerais vous montrer maintenant comment on crée, comment on partage du code avec Add as a Link, comment on fait une Portable Class Library, juste pour que vous voyez ça une fois. Puis ensuite de ça, je vous expliquerai pourquoi vous ne voulez plus faire ça, puis je vous montrerai comment on fait ça avec .NET Standard. Voilà, alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller
dans Visual Studio. Et dans Visual Studio, j'ai préparé... pourquoi ça ne marche plus? Duplicate. Voilà, ok, je vais essayer de ne pas bouger ma surface trop, alors dans ce cas. Hein. Ok, donc là on est dans Visual Studio, et comme vous voyez, j'ai deux applications ici. J'ai une application Windows 10 et une application VPF. Et ces deux applications font la même chose, ok, elles vont se connecter à une Azure Function. Azure Function, c'est du serverless, on va pas aller dans Azure Function maintenant, mais pour les moyens de la démo, c'est juste simplement une API, si on veut bien qu'il tourne dans Azure. On va se connecter, puis on va revenir, c'est un truc tout bête, et pour ça, j'ai implémenté un ViewModel. Alors, je vais aller chercher ce ViewModel, on va aller dans mon repo qui est ici. Oups, là, j'ai pris le faux. Et donc maintenant, on a la possibilité de faire tourner sur Azure un web server Linux avec une application ASP.NET Core, ça marche tip-top. Je vous montrerai une démo un petit peu après. Ok. Donc, nous, chez Azure, on était super contents. Et donc, on a la possibilité de faire ça. Par contre, on est toujours confronté au même problème, qui est comment est-ce qu'on sait si je veux utiliser une classe, si cette classe va être disponible dans .NET Core 1.0 ou si j'ai besoin de 1.1, 1.2, etc. Et donc, ce que le Team.NET a décidé, ils ont dit on va faire une spécification qui vraiment précise, de manière extrêmement précise, quelles classes sont disponibles dans quelle version de .NET Standard, et donc c'est ce qu'ils ont appelé .NET Standard, c'est-à-dire que .NET Standard c'est une interface, c'est un contrat si vous voulez, où ils vont vous dire, si vous avez une librairie qui implémente .NET Standard 1.0, vous allez avoir ce set de classes, vous le savez. Si vous avez une librairie qui implémente 1.1, vous allez avoir ce set de classes plus des classes supplémentaires, parce que c'est toujours compatible en arrière, d'accord? Donc si vous avez 1.6, 1.6 va être compatible avec 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1. Donc maintenant, c'est beaucoup plus facile si vous créez un nouveau framework, d'accord? Puis vous dites, maintenant je vais avoir .NET, je ne sais pas quel nom, hein, .NET Schtroumpf, et puis vous dites, maintenant ce .NET Schtroumpf doit aussi tourner sur Linux, pas de problème, parce que si j'implémente .NET Standard 2.0, par exemple, on sait exactement ce qu'on va avoir comme classe. Donc pour vous, comme un développeur, si vous dites maintenant je veux supporter .NET Core et .NET Schtroumpf, il n'y a pas de problème parce que je sais que c'est tout .NET Standard 2.0, donc je sais que ça va tourner. OK? Donc c'est une nouvelle approche pour la compatibilité, ce qui est intéressant. Bon. Donc, si on considère toutes les plateformes .NET maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que si vous faites une class library au .NET Standard, d'accord? Si vous prenez .NET Standard Class Library dans Visual Studio, eh ben vous allez être capable d'ajouter cette librairie à tous nos frameworks clients, que ça soit le .NET Framework, donc VPF Windows Form, que ça soit Windows UWP, que ça soit ASP.NET pour Windows, ASP.NET Core pour Windows et Linux, ou bien entendu Xamarin, iOS et Android. Okay? Donc finalement, avant on avait les PCL, maintenant on a .NET Standard et on a ce match. Donc ça marche bien. Et vous pouvez développer des class libraries dans .NET Standard avec tous les outils qu'on a. Donc ça inclut Visual Studio pour Windows, Visual Studio pour Mac et Visual Studio Code, qui est un éditeur plutôt lightweight, mais qu'on peut aussi utiliser sur Mac, sur Linux et sur Windows. Donc il y a la possibilité de travailler sur multiplateformes, ce qui est bien agréable. OK? Bon. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu des différentes... Clic. Hein, clic. Peut-être que je dois changer ma batterie. Ok, maintenant j'aimerais parler un petit peu des versions, parce que ça c'est super important et c'est assez, ça peut rendre un petit peu confus. Donc il y a plusieurs versions de .NET Standard. Par exemple, ils ont commencé avec .NET Standard 1.0, qui, comme je vous ai dit avant, c'était un petit sous-groupe de classes. .NET Core 1.0 était une implémentation de .NET Standard 1.0, donc ils avaient juste un petit nombre de classes. Par contre, le gros avantage de cette version, c'est que si vous avez une librairie qui implémente .NET Standard 1.0, vous pouvez l'utiliser absolument partout, plus ou moins, d'accord? Donc vous pouvez aller sur .NET Framework 4.5, vous pouvez aller sur UWP 10.0, la vieille version de Windows 10, même Windows 8.0, que littéralement plus personne n'utilise maintenant, ou Windows Phone 8.0, que vraiment littéralement plus personne n'utilise maintenant. Je ne dis même pas Windows Mobile, hein, je dis Windows Phone 8.0. Donc, vous avez un reach, hein, vous avez la possibilité vraiment de dire maintenant j'ai une class library et tout le monde peut l'utiliser. Bon, mais peut-être qu'à un certain moment, vous allez rencontrer un mur parce que vous voulez utiliser une classe qui n'est pas disponible dans .NET Standard 1.0. Donc, peut-être que vous devez faire un upgrade, vous allez dire maintenant je vais utiliser 1.6 par exemple.
Okay, et donc 1.6, vous avez plus de classes, mais par contre, UWP 10.0 n'est plus supporté, donc vous devez peut-être faire un upgrade de votre computer à la version 16299. Ou bien Windows 8.0, ben là, c'est carrément fini, quoi. D'accord ? Puis si vous allez sur .NET Standard 2.0, maintenant on a quelque chose comme 20 000 nouvelles classes là-bas dedans, ok, c'est super, mais peut-être que vous allez devoir faire un upgrade de .NET Core sur 2.0. Et dans certains cas, ça peut être un problème. Par exemple, si je reviens au slide précédent, vous voyez, .NET Framework 4.5 ne supporte pas les class libraries qui sont implémentées avec .NET Standard 1.6. Donc ce que ça veut dire, c'est que peut-être, si vous avez une class library, une librairie, et que cette librairie implémente .NET Standard 1.6, peut-être que vous devez faire un upgrade de votre PC sur une nouvelle version de .NET, et ça c'est embêtant parce que c'est dans le cadre d'une entreprise, peut-être que vous devez faire ça pour tous les PC dans l'entreprise. D'accord ? Donc il faut être un peu sensible à ça. Et donc ça nous mène à la prochaine table que voici. Ok, ça c'est un petit extrait, je dirais, d'une table qui est disponible à cette adresse. Et donc ça fait un petit peu peur cette table, mais en fait c'est assez facile à comprendre une fois que vous comprenez ce qui se passe derrière, donc je vais vous l'expliquer. Si vous déployez une application, si vous développez une application, essayez toujours de prendre la plus grande version du framework que vous pouvez, d'accord ? Donc si vous faites par exemple une application .NET Core, un ASP.NET Core qui doit tourner sur Linux, essayez d'aller avec 2.0 si vous pouvez. Maintenant, des fois, on ne peut pas parce que l'infrastructure ne supporte pas ça, d'accord ? Donc peut-être que vous allez devoir aller à 1.0 à la place. Si vous faites du .NET, allez plutôt sur 4.6, peut-être même 4.7 maintenant, qui est sorti, d'accord ? Donc toujours la plus haute version. Mais une fois de plus, peut-être que vous ne pouvez pas, donc peut-être que vous devez aller sur 4.5.1 à la place, etc. Parce que si vous faites ça, ça veut dire que vous allez pouvoir ajouter des librairies dans votre application qui ont été développées avec n'importe quelle version de .NET Standard, parce que les versions sont toujours compatibles en arrière. C'est-à-dire, si vous avez par exemple une .NET Core 2.0, elle va supporter .NET Standard 2.0, 1.6, 1.5, 1.4, etc., etc. Okay ? Donc pour les applications, essayez de prendre la plus grande version du framework que vous pouvez. Par contre, si vous développez des librairies, alors là, c'est l'inverse. Essayez de prendre la plus petite version de .NET Standard que vous pouvez, parce qu'à ce moment-là, votre librairie va être utile à tout le monde. Okay ? Par contre, bien entendu, à un moment, peut-être que vous avez un mur, justement, ça veut dire que vous utilisez une classe qui n'est pas disponible dans 1.0, peut-être que vous devez aller sur 1.2, et dans ce cas-là, les personnes qui peuvent utiliser votre librairie se réduisent. OK ? Donc c'est un petit peu cette histoire de version. Donc en gros, ce que j'aimerais dont vous vous souveniez, c'est si vous faites une librairie, essayez de prendre la plus petite version de .NET Standard que possible, et si vous faites une application, essayez de prendre la plus grande version du framework que possible, et comme ça vous avez le maximum de compatibilité. Bon, alors maintenant je vous ai parlé de ASP.NET Core qui tourne sur Azure. Alors j'aimerais vous montrer une petite vidéo, et la raison pour laquelle je vais vous montrer la vidéo, c'est que la démo complète prend à peu près 15 minutes, et là on n'a pas 15 minutes, on ne va pas passer 15 minutes là-dessus, d'autant plus que les 15 minutes, la plupart du temps, c'est attendre que quelque chose se passe avec Azure, etc. Donc c'est pas super intéressant. Donc j'ai fait une vidéo que je vais vous montrer, et je vais la commenter pendant ce temps. Alors, on va quitter là. Et puis, en fait, cette démo va vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer une application ASP.NET Core et la déployer sur Azure directement depuis la ligne de commande. Et on va la déployer sur Azure sous Linux. Donc, on va commencer ici. Non. Deuxième essai, voilà, on va commencer par créer un nouveau fichier, un nouveau directory. Donc là, je suis sous Windows, j'ai fait tout mon développement sur Windows. Je pourrais faire exactement la même chose sous Linux, mais dans ce cas-là, j'ai choisi de le faire sous Windows. Je crée un nouveau template.NET qui s'appelle New Razor. Donc Razor, c'est un template. Maintenant, je vais aller à cette adresse localhost. Et vous voyez, c'est le template par défaut. Donc maintenant, ça tourne sous Windows. Mon application tourne sous Windows, pas de problème. Maintenant, je vais dire git init. C'est-à-dire que je vais en fait créer un nouveau repository Git. Okay, et je vais mettre
je vais mettre tous les fichiers à l'intérieur. Et ensuite de ça, je vais sous Azure. Et sous Azure, je ne sais pas si vous connaissez le Cloud Shell. C'est un outil qui est génial. Ça nous permet, par exemple, là, j'ai Bash, mais on a aussi PowerShell. Ça permet d'interagir avec Azure depuis n'importe quel browser, en fait. Donc là, je vais créer un nouveau resource group sur Azure en faisant AZ. AZ, c'est notre Command Line Interaction. Okay. Je crée ce nouveau groupe en Europe de l'Ouest. Maintenant, il a été créé. Et ensuite de ça, je vais créer un nouveau app service, c'est-à-dire je vais dire maintenant je veux que dans ce resource group, j'ai un web service, un web server qui va être créé. D'accord? Donc là, je lui dis, OK, c'est le nom, je vais rajouter ce web server dans le resource group que je viens de créer. Je prends S1, c'est-à-dire que c'est un petit web server, et je dis is Linux, c'est-à-dire que ce web server va tourner avec Linux comme système d'exploitation et non pas Windows. Bon. Maintenant, je vais créer une application web. Donc, je vais dire, OK, j'ajoute cette application web dans le même groupe de ressources. Je vais utiliser le plan que j'ai défini avant. Et je vais lui donner un nom, bien entendu. Et ensuite de ça, je vais lui dire, la plateforme qui va tourner là-dessus, c'est .NET Core 2.0. Donc, je fais ce que j'ai dit avant. Je vais avec la plus grande version, qui à l'époque était 2.0. Et je vais déployer via Git. Okay. Maintenant, vous vous rappelez, j'ai mis tous mes fichiers dans Git local. Okay. Donc maintenant, ce qu'il va dire, c'est que Azure va me créer tout ce qui est nécessaire. Et si je retourne, il va me donner l'URL de mon repo qui est remote. Okay. Ce n'est pas GitHub, hein, c'est Git sur Azure. Bon. Maintenant, je vais ajouter ce remote et maintenant, je vais faire push, c'est-à-dire que je vais mettre tout dans Azure. Mais ce qui va se passer, ce qui est très intéressant, c'est comme j'ai dit que le déploiement doit se passer par Git, Azure va automatiquement me publier tous mes fichiers en production et déployer. Donc c'est un petit peu de l'intégration continue, c'est un des moyens de faire de l'intégration continue qu'on a. Vous pouvez aussi dire, par exemple, ne fais ça que si c'est la branche production ou la branche master. Donc là, il est en train de copier tout sous Azure, il va démarrer l'application web. Et ensuite de ça, je peux aller dans le browser, je vais prendre ici l'adresse remote de mon application web. Et maintenant, je vous rappelle que cette application, c'est exactement la même application, except qu'elle est sous Linux. Maintenant, je vais démarrer Visual Studio Code. Okay. Je peux aller prendre, et une fois de plus, je peux faire ça sous Linux, Windows ou Mac. Je vais changer ici quelque chose. Et ce qui est très cool avec ce moyen d'intégration, c'est que Visual Studio Code supporte Git aussi. Donc, je peux aller ici faire un commit directement depuis Visual Studio Code. OK. On va prendre les fichiers, on va faire le commit, et ensuite de ça, on va pousser ça sous Azure, dans mon repo que j'ai défini comme remote. Et maintenant, si je retourne et que je déploie et que je navigue sous la page About, vous voyez que le changement a été fait. Okay. Bon, ça, c'est un des moyens de faire du déploiement sur Azure, de créer des choses. Il y a des dizaines de moyens de le faire. Vous pouvez faire ça depuis Visual Studio avec File New Template, okay, New Project. Vous pouvez faire ça directement dans le portail avec un browser web, ou bien vous pouvez utiliser des scripts comme vous voulez. On a plusieurs moyens de faire ça. Mais disons que la beauté ici d'ASP.NET Core, c'est que vous voyez que j'ai déployé, développé, j'ai testé mon application sous Windows, et sans aucun changement, je la déploie sous Linux et ça marche. OK? Bon. Donc maintenant, c'est bien. Alors maintenant, on va parler un petit peu de MVVM Lite. Et puis, une fois de plus, comme je vous disais au début, on va utiliser ça un petit peu comme excuse pour voir comment est-ce qu'on fait un port de Portable Class Library sous .NET Standard. Donc MVVM Lite, c'est un framework open source que j'ai développé en 2009, que j'ai continué à maintenir depuis. J'ai environ 3,5 millions de downloads, donc c'est quand même un framework qui est utilisé pas mal. Et si je regarde la courbe des downloads, je dirais que ça progresse de manière tout à fait linéaire. Donc il y a pas mal de monde qui utilise ça. Donc c'est bien. Et donc, quand j'ai démarré MVVM Lite en 2009, je ne soutenais que VPF. Donc, facile, .NET classique, boum, je fais une class library et tout le monde est content. Puis ensuite de ça, il y a eu Silverlight. Et donc, je me suis dit, ah bah tiens, ça serait bien de supporter les deux. Et je me suis retrouvé avec 2 versions de mon framework. Puis ensuite de ça, il y a eu, je crois que le prochain, c'était Windows Phone qui est sorti. Et je me suis dit, ah super, je vais supporter ça. J'avais 3 versions. Puis à la fin, ça commençait à devenir un peu compliqué. Donc, le team Portable Class Library, qui était chez Microsoft le team qu'on appelle Patents and Practices, qui est un groupe de recherche, m'a contacté
et m'a dit « Ah, on a vu ce framework MVVM Lite, c'est pas mal, ça a l'air d'être pas mal utilisé, et en même temps, c'est pas trop gros, donc on aimerait le prendre comme un peu un sujet de test, et on aimerait le convertir en une Portable Class Library pour voir si ça marche, en gros. » Et moi, j'ai dit bien entendu que j'étais d'accord, hein, vu que c'était Microsoft qui travaillait pour moi de manière gratuite, donc voilà, pas de complainte, hein, pas de plainte. Et donc, mon ami Oren Novotny, qui à l'époque travaillait pour ce groupe, un gars super, a fait en gros le gros du travail. Bien entendu, j'ai communiqué avec lui pour voir. Et ça, c'était pas super facile, parce que finalement, il a pris un framework .NET complet, où on a quand même beaucoup de classes, et puis il l'a mis sur une PCL, où tout d'un coup, on avait moins de classes. D'accord? Donc il a dû faire un petit peu, si vous avez regardé le code, il y a 2-3 endroits qui sont assez intéressants. Il faudrait que je fasse une petite vidéo une fois pour montrer un petit peu ce genre de choses. Mais disons que c'est assez intéressant de voir qu'il a dû faire 2-3 shortcuts, 2-3 choses un peu spéciales. Bon. Et donc maintenant, moi je me suis retrouvé avec une architecture qui ressemblait un peu à ça. C'est-à-dire, enfin qui ressemblait à ça, pas un peu. C'est-à-dire que j'avais une librairie, une PCL, d'accord, une Portable Class Library, qui contient tous les composants de MVVM Lite que j'appelle les core components, c'est-à-dire c'est le view model base, c'est le messenger, c'est les relay commands, etc. Okay, et donc ça, c'est une Portable Class Library. Et puis ensuite de ça, à l'époque, je me suis dit, tiens, j'aimerais aussi rajouter un nouveau composant qui est un IOC container. Alors ça, je ne sais pas comment on dit en français, m'excuser, mais c'est pour faire de la dependency inversion, c'est-à-dire qu'un IOC container, c'est un cache où on peut dire, ben, tiens, maintenant, je vais avoir une interface qui s'appelle iDataService, et chaque fois que quelqu'un demande l'interface iDataService, tu vas leur donner l'implémentation qui s'appelle DataService. Okay? Et donc ça permet d'avoir un cache, et ça permet aussi d'avoir plusieurs implémentations de la même classe. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, une autre implémentation de iDataService qui s'appelle cette fois TestDataService, par exemple, vous pouvez dire, ah, attention, maintenant je suis dans un scénario de test, donc je ne vais pas enregistrer le DataService pour cette interface, mais je vais enregistrer le TestDataService à la place. Gros avantage de cette approche, c'est que le composant qui utilise le iDataService, il va le prendre dans le cache, et lui, il s'en fiche de savoir si c'est une implémentation de production ou si c'est une implémentation de test. Tout ce qu'il sait, c'est que cette implémentation correspond à l'interface iDataService, et donc c'est une pattern, une fois de plus, je ne sais pas comment on dit en français, qui est assez courante hein, dans la programmation qu'on utilise ce genre de choses. Bon. Et donc à l'époque, le fameux groupe Patterns and Practice a eu une super idée. Ils ont dit, ah tiens, on va venir avec une spécification qu'on appellera Common Service Locator. Et puis tous les IOC containers, parce qu'il y avait pas mal d'implémentations d'IOC containers à l'époque, un petit peu tout le monde disait, ah ben tiens, je vais faire une implémentation, c'est cool. Toutes ces implémentations-là, si elles implémentent le Common Service Locator, eh bien, elles sont interchangeables. C'est-à-dire qu'on peut dire, maintenant, je vais commencer avec MVVM Lite Simple IOC, et puis tout d'un coup, ben, tiens, j'aimerais changer pendant le cours du projet pour utiliser AutoFac ou pour utiliser Unity, par exemple, que je préfère. Bon, donc ça semblait être une bonne idée, c'était un peu un grand projet unificateur, tout le monde en parlait sur le chat, c'était sympa. Et moi, je me suis dit, ben, tiens, j'aimerais bien participer à ça, donc j'ai implémenté Common Service Locator. Et pour faire ça, j'ai utilisé une autre assembly, parce que je ne voulais pas avoir Common Service Locator, je ne voulais pas avoir une dépendance sur Common Service Locator dans mon core component. Parce que il y a des gens, des fois, dans des entreprises, quand ils ajoutent un nouveau composant à leur application, ils doivent remplir des formulaires. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi ça. Moi, j'ai travaillé chez Siemens pendant 13 ans, donc je peux vous dire, c'est pas drôle. Hein. Et vous devez faire ça pour chaque DLL que vous ajoutez. Donc, dans ce cas-là, s'il y a des gens qui veulent utiliser MVVM Lite, et puis tout d'un coup, il doit faire aussi un formulaire pour Common Service Locator, qui est encore une autre dépendance, ils ne sont pas super contents. Donc là, je leur donne la possibilité de dire, vous pouvez utiliser les core components tout seuls, et puis vous ignorez l'IOC container. Donc c'est pour ça que j'ai 2 DLL. Okay? Bon. Puis en plus de ça, j'ai un petit peu plus de composants, parce que j'ai aussi des composants plateforme. Par exemple, pour Android et pour iOS, j'ai un framework de data binding. Okay, mais bien entendu, dans Windows, on n'a pas besoin de data binding, parce que Windows a déjà du data binding. Donc c'est uniquement valable pour iOS et pour Android. Et puis, j'ai aussi des composants comme ça pour UWP pour .NET 4.5. Et donc, en gros, c'est l'architecture de la PCL. Bon. Et puis, maintenant, je commence à avoir des demandes. Est-ce que tu pourrais mettre ton framework sur .NET Standard? Je me suis dit, ouais, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Et donc, j'ai commencé à réfléchir, comment est-ce que je fais ça? Et à l'époque, j'avais un petit peu un problème, c'est que le Common Service Locator, là, où j'ai une dépendance, eh ben, n'existait pas pour .NET Standard encore.
Et donc ça m'embêtait un peu parce que c'est un projet que je ne possède pas, je ne suis pas collaborateur, je l'utilise simplement. Donc mes options à l'époque, c'était de faire le port moi-même sur .NET Standard, mais bon, hein, j'ai une vie quand même, hein. Donc bon. Et puis, d'autre part, je ne savais pas si c'était compliqué ou pas, c'est un projet que je ne connais pas, je n'ai pas vu le code, ok. Et d'autre part, ça faisait assez longtemps que j'avais envie de me débarrasser de ce Common Service Locator. Pourquoi ? Parce que c'est une excellente réponse à un problème qui n'existe pas. D'accord ? C'est-à-dire que combien de fois dans la vie d'un projet vous allez changer d'IOC container ? Peut-être une fois au maximum, mais en gros 0 fois, quoi. Parce que vous avez tous un IOC container que vous aimez. Et donc vous allez en général travailler avec. Et donc au général, c'est au début du projet qu'on va décider, maintenant j'aimerais travailler avec Unity, j'aimerais travailler avec AutoFac, ou j'aimerais travailler avec Simple IOC. Okay, mais pendant le projet, on ne change pas tellement. Donc, ma décision, là, comme je fais du refactoring, j'ai dit maintenant je vais enlever Common Service Locator. Ça, c'est en anglais, on appelle ça un breaking change. Hein. Je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est un changement qui va embêter mes utilisateurs parce qu'ils vont devoir changer leur code. Mais bon, quand ils font un port de PCL à .NET Standard, c'est une assez grosse opération. Donc, en gros, je me dis, si je documente ça correctement, ça devrait jouer. Donc, j'enlève. Ce qui veut dire que je n'ai plus besoin des deux DLL. Je ne peux plus qu'en avoir qu'une seule, ok, ça va bien, ça simplifie, j'aime la simplification. Puis ensuite de ça, je dois juste changer la référence là, de mes plateformes pour prendre celle-là. Et donc ça, c'est ma nouvelle architecture simplifiée, ce qui me rend très heureux. Donc maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut faire ça assez rapidement, finalement, comme vous allez le voir. C'est-à-dire que je vais aller sur Git. Voilà, donc ça s'appelle Git Extension, c'est en fait simplement une visualisation pour GitHub, d'accord? Donc c'est le projet GitHub, le projet MVVM Lite GitHub qui est en ligne maintenant. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre, on va aller en retour dans le temps jusqu'à ce qu'on trouve le tag ici 5.3. Et ça, c'est la version qui était avant que je fasse le port sur .NET Standard. Donc je vais revenir à peu près 3 ans en arrière et je vais prendre cette révision. OK? Ce qui veut dire que maintenant, j'ai une version d'MVVM Lite qui ne marche pas sur .NET Standard. Et puis, on va aller ouvrir ça, MVVM Lite. Voilà, vous voyez qu'ici, ça dit VS 2015, d'accord? Parce qu'il y a 3 ans en arrière, c'était la version de VS qu'on utilisait. Et donc, ce qui veut dire qu'il va y avoir un petit peu des problèmes, parce que maintenant, j'ouvre ça dans VS 2017. 2017, par exemple, ne supporte plus des choses comme Silverlight, par exemple, hein? Et donc, il va me dire, maintenant, il y a un certain nombre de projets que je ne supporte plus. Il ne supporte plus Windows 8.1, par exemple. Il ne supporte plus Windows Phone 8.0. Bon. Pour moi, ce n'est pas un problème parce que là, ça ne m'intéresse pas de toute façon. Donc, je vais dire OK, prends-les pas. Je vais ignorer les projets qui ne chargent pas. Donc, je les prends pas du tout. Parce qu'en l'occurrence, je suis uniquement intéressé pour l'instant à la version PCL. Donc, je vais faire collapse. Voilà. Et maintenant, on voit l'architecture dont j'ai parlé avant, c'est-à-dire que j'ai la version PCL portable, Portable Class Library. J'ai aussi des vieilles versions que de temps en temps je maintiens, enfin que je maintiens encore parce que le code est compatible de toute façon, parce que croyez-le ou non, mais il y a encore des développeurs qui développent avec .NET 4 ou .NET 3.5. Ici, j'ai les plateformes dont je vous ai parlé avant, et puis ici, j'ai l'extra, donc les extras, aussi. Je vous montre la référence, vous voyez que j'ai Microsoft.practices.service location, c'est le Common Service Locator dont je parlais avant. Et en effet, dedans, j'ai uniquement le Simple IOC qui est là-bas dedans. Donc, comme je vous ai dit, vous voyez que je ne vous ai pas menti. Bon. Alors maintenant, je vais créer un nouveau projet. On va faire Add New Project. Puis là, cette fois-ci, on va prendre .NET Standard. OK? On va prendre une class library .NET Standard. Et on va appeler ça galasoft.mvvmlite. Par exemple, std pour standard. OK? Et ensuite de ça, vous vous rappelez ce que je vous ai dit, que quand vous faites une nouvelle class library, le but, ça serait d'aller aussi bas que possible dans les versions. Maintenant, Visual Studio, par défaut, il va créer une version, il va utiliser une version de .NET Standard qui est 2.0. Ça me rend pas très content. Moi, j'aimerais aller le plus bas que je peux. Donc, je vais commencer avec 1.0, puis je vais essayer. Maintenant, c'est possible que ça ne marche pas, puis que je dois aller à 1.2. Mais l'avantage, si j'arrive à faire le port avec 1.0,
c'est qu'MVVM Lite va pouvoir être utilisable partout, même Windows 8.0, qui, bon, je ne pense pas que ça va arriver, mais enfin... Bon, donc maintenant j'ai dit, je veux cette version de .NET Standard, on va enlever cette classe library, puis maintenant on va prendre tous les fichiers qui ont du code, donc on va prendre ici tout ce qu'on a dans les core components, et on va faire une copie. Maintenant, en réalité, je n'ai pas fait une copie. En réalité, je travaille avec justement add as a link, comme je vous ai montré au début. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, je veux encore avoir la Portable Class Library et le .NET Standard en parallèle pour un certain temps. Donc, j'ai des shortcuts à ces fichiers. Mais ça prend un petit peu plus de temps de faire des shortcuts. Donc, pour la démo ici, je fais ça. Donc, maintenant, j'ai tous les core components. On va faire un build. Et bien entendu, vous attendez sans doute à ce que ça échoue, d'accord? C'est-à-dire qu'on va devoir fixer 2 ou 3 erreurs. Et vous allez voir en effet que la première erreur qui arrive, c'est une erreur à laquelle je m'attendais, c'est-à-dire qu'il y a une classe que j'utilise dans la version classique de .NET qui n'existe pas dans .NET Standard. Mais ça, je le savais. C'est ce MessageBox Result ici, ok? Et si on voit que c'est utilisé dans cette classe qui s'appelle DialogMessage. Maintenant, une fois de plus, je le savais. Et en fait, j'ai averti mes utilisateurs il y a déjà longtemps. J'ai dit cette classe est obsolète à ce moment-là. D'accord? Donc, si vous utilisez la version complète de .NET, de MVVM Lite, pardon, et que vous utilisez DialogMessage, vous allez avoir un warning qui vous dit attention, DialogMessage, vous ne devriez plus l'utiliser. Parce qu'à un certain moment, je vais l'enlever. Et en fait, je vais l'enlever maintenant devant vos yeux ébahis. C'est-à-dire, je vais aller ici et je vais dire DialogMessage loin. Boum. Bon. C'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a encore comme erreur? Alors, on a encore un certain nombre d'erreurs. On a par exemple Property Changing Event Handler. Ça, une fois de plus, c'est une classe qui est disponible dans la version de .NET classique, mais qui n'existe pas ailleurs. Elle est uniquement disponible dans VPF, etc. Et ça, j'ai déjà mis un pre-compiler pour éviter les erreurs. C'est-à-dire que je vais dire maintenant, cette version de .NET Standard, elle suit en fait les mêmes classes que ma version de Portable Class Library. Elle utilise les mêmes classes. Donc, je vais mettre ça dans mon projet, Properties, Build, et ici, je vais dire, maintenant, c'est comme si c'était une Portable Class Library. Bon. Maintenant, je peux faire mon build encore, et on va avoir encore quelques erreurs. Et ces erreurs, vous voyez, c'est ce threading-là qui nous pose encore un petit peu un problème. Pourquoi? Ça, c'est parce que quand Microsoft a fait Windows 10, ils ont changé quelques noms de domaines, quelques namespaces. D'accord? Et entre autres, le threading, maintenant, n'est pas dans System Windows Threading, il est dans Windows.ui.core. Et donc ça veut dire qu'en fait, .NET Standard suit les mêmes conventions de nom que la version de Windows 10, et non pas que le full .NET. Ce n'est pas un problème, parce que je connais ça, j'ai déjà eu ça à d'autres endroits, donc je vais simplement ajouter ça. Et maintenant, si je build, ben, vous allez voir que ça va passer, c'est-à-dire que j'ai mes composants core qui sont déjà portés à .NET Standard. Vous voyez, build succeeded, tout le monde est content. Bon, maintenant on a ici l'IOC container, donc je vais le prendre. Et puis, même exercice, on va faire le build. On va voir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, parce que forcément, ici, je n'ai pas ajouté de référence à Microsoft.practices.service.location. Je n'ai pas ajouté le Common Service Locator. J'ai dit, je veux m'en débarrasser, donc j'enlève. Et ensuite de ça, ici, ça veut dire que je ne peux plus utiliser cette interface-là. Ce qui veut dire que mes utilisateurs vont avoir un breaking change, ok? Mais bon, c'est ok, c'est documenté sur le site, les gens ne vont pas trop avoir de problème. Il y a un autre endroit encore où je dois enlever la référence. Puis au-dessus de ça, j'ai toutes ces exceptions. Parce que Activation Exception, c'est une classe qui vient du Common Service Locator. Comme je ne l'ai plus, j'ai décidé de remplacer ça avec Invalid Operation Exception. Ce qui veut dire, une fois de plus, que c'est un breaking change. Donc, s'il y a un de mes utilisateurs qui fait catch Activation Exception, ben, son code ne va plus compiler. Mais du coup, ben, il va tout de suite trouver pourquoi il y a un problème. Et ça ne devrait pas être un problème trop grave. Et une fois de plus, c'est quelque chose que vous documentez pour vos utilisateurs. Vous faites bien attention à leur expliquer. Et les gens, en général, ils comprennent. Et maintenant, j'ai une version de MVVM Lite qui tourne sous .NET Standard. Donc, je suis très content. Alors bon, pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça? Ben, il y a déjà une utilité principale. Par exemple, si je vais dans un nouveau Visual Studio et que je crée un nouveau projet, et puis que j'utilise ici sous cross-platform
voyez, c'est une application mobile utilisant Xamarin Forms, d'accord, et que je dis OK. Vous voyez, ici, il me demande la stratégie de partage de code. Est-ce que vous voulez utiliser .NET Standard ou Shared Project? Si vous faites ça et que vous dites maintenant je vais utiliser .NET Standard, le projet où vous avez tout votre UI, ça va être un projet .NET Standard. Okay? Donc maintenant, si vous utilisez des références, par exemple, je veux ajouter MVVM Lite à ça, eh bien, c'est bien plus simple si MVVM Lite est aussi un projet .NET Standard. Okay? Donc là, maintenant, vous voyez, il a créé le truc. Si je vais regarder, ça, c'est le projet où j'ai mon UI. Vous voyez, j'ai du XAML. Hein. J'ai du XAML.cs. Qu'est-ce qui se passe avec ma machine? OK, on va juste donner 30 secondes à Visual Studio. Donc ici, j'ai mon projet UI qui est partagé ensuite avec Android, iOS et Windows. Et si je vais voir les properties, en espérant que... Pourquoi est-ce qu'il ralentit comme ça? Bon, il a un petit peu des problèmes. Enfin, vous pouvez me croire que c'est du... Ah ben voilà, c'est du .NET Standard 2.0. Donc, si moi j'ajoute MVVM Lite qui est .NET Standard 1.0, il n'y a aucun problème parce que 2.0 est compatible avec 1.0. Donc, ça marche. Donc, c'est un avantage. Une autre chose, il y a des gens qui utilisent MVVM Lite pour faire du ASP.NET. Ça n'a jamais été développé pour ça, mais ils le font parce qu'il y a des classes qui leur sont utiles. Par exemple, le Simple IOC ou le Messenger. Et donc, là, maintenant, ils peuvent faire du ASP.NET Core. Ils peuvent mettre leur application sous Linux et utiliser la version standard de MVVM Lite. Mais moi, ce que j'aimerais vous montrer, c'est un exemple pratique. Alors, on va prendre ici un nouveau projet. On va faire Create New Project. On va aller dans .NET Core cette fois-ci. Et vous voyez, dans .NET Core, je peux créer une application ASP.NET ou je peux créer une application de console. Bon, on va prendre ça. On va appeler ça Core with MVVM Lite. On va dire OK. Voilà. Et maintenant, donc, il me crée une nouvelle application de console et on va imaginer qu'on développe un utilitaire qui va se connecter sur le web pour aller chercher de l'information. OK? Donc, ce qu'on va faire, on va dire, maintenant, j'aimerais avoir un iData Service, un petit peu la même pattern que je vous ai mis avant. Donc, on va appeler ça modèle. On va dire add new item. On va prendre une interface qu'on va appeler iData Service. Okay? Et puis ce iData Service, il va avoir juste une méthode qui va s'appeler getResult. Et là, donc bien entendu, c'est pour les besoins de la démo. Okay? On voit que c'est asynchrone. Il va prendre un chiffre, 2 chiffres, et puis il va envoyer ça à une fonction Azure. Il va recevoir en retour l'addition des deux chiffres. Donc, c'est un exemple un petit peu stupide, mais enfin, en gros, on se connecte à l'Internet, on prend de l'information, on revient. Bon. Maintenant, j'aimerais avoir une implémentation pour ça. Donc, on va dire, OK, on va faire une implémentation de iData Service, et ça, on va l'appeler Data Service. C'est exactement le modèle de programmation que je vous expliquais avant. Hein. On va mettre ça public, on va dire iData Service. Voilà. Et maintenant, j'ai donc cette méthode getResult. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va se connecter à une URL qui est l'URL d'une fonction Azure, une fois de plus. Okay, vous voyez que j'ai 2 placeholders, j'ai numéro 1, numéro 2. Et puis, dans mon code, bêtement, on va créer un HTTP client. On va utiliser async and await, comme mon collègue Brandon vous a montré avant. Okay, on va faire await get string async, c'est-à-dire je vais me connecter à la fonction, je vais recevoir une string. Vous voyez que je remplace le premier placeholder avec ça, je remplace le deuxième placeholder avec ça, et je retourne le résultat. Bon, maintenant ça marche, mais c'est une classe qui se connecte à Internet. Et il y a certains scénarios où peut-être je ne veux pas me connecter à Internet. Peut-être que je suis offline, peut-être que je fais des unit tests, ou se connecter sur Internet, c'est toujours embêtant. Donc on va créer une autre implémentation de iData Service. Okay, et cette fois-ci, on va l'appeler Test Data Service. Ou bien j'aurais pu l'appeler Offline Data Service, par exemple. On va mettre ça public. On va dire Implement iData Service. Voilà. Et là, maintenant, celle-ci, ce qu'elle va dire, quand on essaie de l'utiliser, elle va dire I don't know how to count, I'm just a test program. OK? Donc, c'est une implémentation de test. Bon. Parfait. Maintenant, je retourne dans mon programme, de ma console, et je vais pouvoir demander à l'utilisateur qu'est-ce que vous voulez faire. Alors, s'il utilise 1, il va utiliser le test service, le test data service. S'il utilise 2, il va utiliser le vrai service. Bon, on va ajouter un switch
Okay, et là, vous voyez, c'est ici que j'utilise justement ce modèle de programmation, si on veut bien. C'est-à-dire que je vais dire, OK, dans le cas 1, je vais enregistrer test data service pour que chaque fois que quelqu'un demande iData Service à SimpleIOC, tu vas lui donner une instance de test data service. Par contre, s'il a choisi 2, chaque fois que quelqu'un demande une instance de iData Service à SimpleIOC, tu vas lui donner une instance de data service. Par contre, pour l'utilisateur, c'est égal parce que ça implémente iData Service, donc il sait qu'il y a la méthode getResult, ce qui est tout ce qui est intéressant. Bon, j'ai besoin de SimpleIOC, donc j'ai besoin d'MVVM Lite. Ce qui est bien, c'est que j'ai une version .NET Sender d'MVVM Lite, donc je peux aller faire Add Existing Item, on va aller dans MVVM Lite. En gros, en production, ici, j'irais plutôt prendre le NuGet Package, d'accord, parce qu'il y en a un pour ça, mais ce n'est pas un problème. Pourquoi est-ce que je ne vois pas? Là, voilà, ma DLL. OK, j'ajoute ma DLL. Et donc maintenant, ça veut dire que je peux ajouter, là, je peux ajouter le using. Tiens, c'est marrant ça. Il ne l'a pas aimé. Il ne l'a pas ajouté. Bon, on va réessayer. Browse. OK. Ah, ben maintenant ça a marché. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché avant. Bon, donc maintenant j'ai accès à ça. Ça va bien. Parfait. Donc maintenant, on va demander à l'utilisateur, pouvez-vous nous donner 2 nombres, numéro 1, numéro 2, et puis on va appeler le service. Mais pour appeler le service, j'ai décidé d'utiliser une autre classe, parce que dans une application réelle, on a plusieurs classes, on a plusieurs composants, peut-être même plusieurs classes librairies, et donc là, j'enregistre à un endroit mon iData Service, puis je vais l'utiliser à un endroit complètement différent. Et là, l'endroit où je l'utilise, c'est dans ce Other Program, juste pour la simulation. Et là, je vais dire, maintenant, tu vas aller me chercher dans SimpleIOC, tu vas lui demander avec getInstance l'instance du iData Service. Tu ne vas pas savoir si c'est le test data service ou le vrai data service, mais c'est égal parce que tu peux de toute façon appeler getResult. OK? Donc, c'est typiquement ce qu'on fait avec IOC Container. Bon, maintenant, je suis sous Windows, donc je peux tester ça sous Windows. On va démarrer ça. Voilà, vous voyez qu'il nous dit... Si j'appuie sur 2, il va utiliser le vrai service, 12 et 30. Le résultat, c'est, après une petite attente parce que là, il va sur Azure, le résultat, c'est 42, c'est correct, c'est the answer to life, the universe and everything, donc c'est correct. Hein. Donc tout va bien. On va refaire ça une fois, mais cette fois-ci, je vais appuyer sur 1, 12 et 30, et là, il me dit, je ne sais pas comment calculer ça, je suis juste un test programme. Donc, c'est exactement ce que je voulais, ça va bien. Bon, donc maintenant j'ai mon application super, j'ai des serveurs ASP.NET, je peux déployer mon application là-bas, faire ma utility, tout est super. Tout d'un coup, mon chef arrive et puis il me dit « on va tout transférer sous Linux, j'ai besoin de ton utilitaire là, mets-le sous Linux. » Je dis à mon chef « OK, j'ai besoin de 3 semaines pour faire le boulot. » En fait, je vais faire ça en 5 minutes, puis après j'ai 3 semaines de vacances, c'est cool. Parce que ce qu'il me suffit de faire maintenant, c'est de dire « on va faire publish ». OK. On va prendre ici... On va dire, OK, on va faire une publication, mais locale, hein, donc on ne va pas s'énerver. Ça veut dire qu'il va juste prendre, en fait, tout ce dont il a besoin pour faire tourner cette application. Ici, si je vais dans bin release 2.1, vous voyez que j'ai ce fichier publish. Si je regarde, j'ai mon application DLL, ça c'est le point d'entrée pour mon application, pour ma console. Et puis j'ai galasoft.mvvmlite.std, donc c'est la version standard. Je prends publish. Puis là, maintenant, je vais le mettre dans mon C. Pourquoi est-ce que je le mets dans mon C? C'est parce que, je ne sais pas si vous savez, mais vous pouvez faire tourner Linux sous Windows. Donc, c'est un bon moyen pour tester. Okay. Et donc là, si je vais dans le Windows Store, en fait, on a ce qu'on appelle le Windows Subsystem for Linux, qui est activé dans Windows 10. Et là, je peux aller chercher, par exemple, Ubuntu. Si vous tapez ici Linux, dans le search, vous allez voir que vous avez plusieurs distros de Linux. Et donc là, j'ai installé Ubuntu 18.04. Je vais démarrer ça. Et maintenant, je suis dans Bash sous Ubuntu, sous Windows. Ce n'est pas un simulateur, c'est vraiment Linux qui tourne sous Windows. Okay. Donc maintenant, je peux faire cd /, vous voyez que j'utilise / parce que je suis dans Linux, publish, et je vais faire .NET. J'ai installé la version .NET, .NET Core dans cette installation, et je vais faire .NET Core with MVVMLite.dll. Et maintenant, je suis sous Linux, mais il va me demander exactement la même chose qu'avant. Je vais dire 2, je vais dire 12 et 30. La première fois, je ne suis pas sûr exactement ce que Linux fait, ça prend un petit peu plus de temps, mais enfin, vous pouvez me croire, à un certain moment, il va revenir, et avec le bon résultat. Là, je vais dire à mon boss, dans 3 semaines, hein, je vais lui dire, c'est bon, j'ai fait le port, tout le monde est content, et dans l'intervalle, j'ai été 3 semaines aux Caraïbes, tout le monde est content. Sauf, ah ben voilà, mon résultat revient avec 42, tout marche. Okay. Donc, en gros,
Juste pour être clair, je ne vous recommande pas d'essayer de dire à votre boss des mensonges. Juste pour être clair, donc ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a fait une implémentation complète sous Windows, on a testé sous Windows, on l'a prise, on l'a mis dans Linux, ça marche exactement la même chose. On a fait ça avec ASP.NET Core, où on peut aussi déployer sous Windows, tester sous Windows, déployer ça sous Linux, ça marche. Donc c'est un peu le gros avantage de ces technologies, c'est vraiment la compatibilité cross-platform. Bon. Où est-ce que vous allez commencer? Vous allez aller à cette adresse-là. C'est ce qu'on appelle le .NET Portability Analyzer. C'est une application que vous installez et ça va vous permettre de charger vos librairies, que ce soit des librairies full .NET ou que ce soit des librairies Portable Class Library. Et puis ensuite de ça, vous allez dire ma cible, ça serait .NET Standard 1.0 par exemple. Et il va vous faire un rapport de tous les problèmes que vous allez avoir. Parce qu'il y a des classes qui sont dans le full .NET qui n'existent pas dans .NET Standard 1.0. Okay? Donc, vous allez avoir un rapport. Ça vous permet de planifier votre portabilité de manière vraiment relaxe, okay, sans devoir vous énerver, et ça vous permet d'aller chez votre chef et puis de lui faire un petit peu une évaluation de combien de temps ça va vous prendre. Donc ça, c'est une bonne manière de démarrer. Ici, vous avez un petit peu des ressources, mais disons le plus important pour vous, c'est l'URL qui est en haut à droite. Donc si vous allez sur jslb.ch/devd18, vous allez avoir les slides, vous allez avoir le repo où j'ai tout le code source et en gros tout ce dont vous avez besoin. Voilà, mon nom c'est Laurent Bugnon, je suis à cette adresse jslb.ch/mycda si vous voulez me contacter de quelque manière que ce soit, ou bien simplement lbugnon@microsoft.com. Je suis ici toute la journée, donc n'hésitez pas à venir me parler pendant le cours de la journée si vous avez des questions ou si vous avez des choses que vous voulez ajouter. J'ai exactement 2 minutes, donc je crois qu'on va oublier les questions, mais n'hésitez pas à venir me voir si vous avez quelques questions que ce soit. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée ici à Louvain. Merci.